Emmanuel Macron a basé sa campagne sur ce principe, le renouvellement politique. Sur ce point, promesse tenue, la moitié du gouvernement est issue de la société civile. À l'Assemblée nationale, pas encore de parité, mais déjà plus de députés novices dans l'hémicycle. Des députés à qui sera présentée le 31 août prochain la loi travail, autre engagement tenu par Emmanuel Macron. Tout comme la lutte pour le climat. Sur la scène internationale, le chef d'État a pris le leadership. We all share the same responsibility. Make our planet great again. Pour ça, la France organisera le 12 décembre prochain un sommet d'étape contre le réchauffement climatique. Sur le bureau du président également, les dossiers en cours. D'abord, les réductions budgétaires, déjà annoncées et peu populaires, la baisse de 5 € de l'aide personnalisée au logement, mais aussi une coupe dans les dotations aux collectivités locales. C'est 300 millions qui viennent d'être supprimés pour les collectivités locales, pour la politique de la ville, donc pour les associations, et alors même que le président a rappelé qu'il voulait sanctuariser ces fonds, qu'il fallait aider les collectivités locales. Également sur le feu, la baisse des impôts, moins 10 milliards d'euros en 2018 annoncée par Édouard Philippe. Au rang des cartons rouges, la promesse d'un gouvernement resserré. Annoncé au départ 15 membres, secrétaires d'État compris. Bilan aujourd'hui, 19 ministres et 10 secrétaires d'État. Aux oubliettes aussi, un ministère des droits des femmes transformé finalement en secrétariat d'État. Enfin, il y a les « on verra plus tard » concernés la suppression de la taxe d'habitation. Reportée, elle sera progressive. Reportée également la réforme de l'ISF. Camille Langlade, bulletin de notes pour Emmanuel Macron. Acquis, non acquis, bien, passable, peut mieux faire, dites-moi tout. Alors partiellement acquis, on pourrait dire, c'est l'équivalent de après passable, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais bien, assez bien, peut mieux faire. Ouais. C'est l'équivalent de peut mieux faire. Voilà. Il y a des choses qu'il a faites indéniablement. Par exemple, le dépassement du clivage gauche-droite, ça c'est fait. On ne sait pas combien de temps ça va durer. À l'Élysée, d'ailleurs. Oui, et ça l'a mené à l'Élysée. Et le renouvellement de la classe politique à l'Assemblée. Il y a beaucoup plus de députés de la société civile qui n'avaient jamais fait de politique. Il y a beaucoup plus de femmes, même si on n'est pas encore à une parité parfaite, et tout ça c'est à porter au crédit d'Emmanuel Macron. On peut aussi considérer qu'il a déjà fait passer 2 ou 3 lois en très peu de temps, en 3 mois à peine. Là aussi, ça va très vite. Après, il y a ce qu'il n'a pas fait, et notamment d'énormes cafouillages sur la fiscalité. Sa mesure phare de pouvoir d'achat, c'était la suppression de 80% de taxes d'habitation pour 80% des Français. On n'en voit toujours pas la couleur ni de date précise. Ça va être étalé sur tout le quinquennat. La réforme de l'ISF, très attendue par le monde de l'entreprise, c'est pareil. Elle semble relancée aux oubliettes. Donc il y a des promesses non tenues à ce stade. Et après 3 mois seulement, ça lui coûte très cher dans les sondages déjà. Alors, Louis Ossalter, journaliste politique à Marianne. Bulletin de notes. Je distinguais, si on peut retracer aussi le trimestre, si c'est de l'élève Macron, je crois qu'on distingue quand même 2 séquences. La première, c'était casting et communication. J'apparais présidentiel, je parle à Emmanuel Macron, je lui serre la main vigoureusement, je fais des vidéos en anglais. Pardon, je parle à Donald Trump en anglais. Oui, il peut se parler à lui-même, il pense peut-être même qu'il se parle à lui-même d'ailleurs, en réalité à l'Élysée. Vidéo en anglais à Donald Trump, casting ministériel avec un mélange d'experts, de la société civile, un petit peu de politique. Je trouvais que cette séquence était quand même plutôt réussie parce qu'elle posait bien les bases. Et on voyait un président qui redonnait de la grandeur à la fonction présidentielle. Je pense que c'était aussi une attente des Français, l'incarnation. Sauf qu'on voit maintenant qu'après cette séquence d'incarnation, dès qu'Emmanuel Macron rentre dans le dur, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, il s'attaque à son programme. Il a été élu, pas forcément sur son programme, mais plutôt sur le dépassement des clivages, sur la vieille classe politique qu'il fallait jeter aux oubliettes. Ça a réussi. Mais du coup, après coup, il s'aperçoit qu'il a quand même un programme, qu'il faut l'appliquer, qu'il s'est engagé à des engagements qui étaient quand même assez précis. Et dès qu'il est rentré dans le dur, on a vu en fait des cafouillages rentrer dès lors que Emmanuel Macron retombait un petit peu dans les pratiques politiques quotidiennes. Vous savez, typiquement, il faut trouver de l'argent. On s'aperçoit du jour au lendemain que le budget n'est pas bien bouclé, qu'il faut trouver des économies, et tout ça perturbe. En même temps, on annonce 10 milliards de baisse d'impôts. De baisse d'impôts en 2018, mais qu'en même temps, il faut respecter l'objectif de déficit public de 3% fixé au niveau européen. Donc toute cette politique du en même temps, le problème, c'est qu'elle ne fait pas un cap. Or, Emmanuel Macron, il avait promis une vision, il avait promis un cap. Pour l'instant, on a du mal à voir où il veut emmener les Français.
Oui, je partage ce qui a été dit. Je dirais qu'il a été excellent en politique étrangère. Pour l'instant, il le reste. C'est un de ses points forts par rapport à François Hollande ou à Nicolas Sarkozy. Il a renoué avec finalement une vision assez gaullienne. Il y a eu Trump, mais il y a eu aussi Poutine. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Ensuite, je dirais qu'effectivement, après une phase plutôt réussie, c'est la dégringolade, à mon avis, pour deux raisons. D'abord, pour une raison de forme, c'est-à-dire que trop de communication tue la communication. Au début, on s'est dit il va faire Pilan, qui était le conseiller de François Mitterrand et de Jacques Chirac, qui avait plutôt théorisé la rareté du président de la République. Et on s'est aperçu que même s'il parlait moins que François Hollande, finalement, il était omniprésent par les images. Et je pense que voilà, quand le président se déguise en Top Gun, là, on n'est plus dans la communication réussie, mais dans le reality show. Voilà, j'en croyais être dans The Truman Show. Et je pense que ça, il va falloir réviser parce qu'on n'est pas aux États-Unis et l'esthétique publicitaire, au bout d'un moment, lasse les Français. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, je pense que les difficultés sont apparues après le discours de politique générale d'Édouard Philippe. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, le lapsus. Un acteur, il a un côté acteur avec sa barbe. D'Édouard Philippe, on a vu peut-être les limites de la politique d'Emmanuel Macron et que le renouveau promis n'était pas là. Finalement, ce qu'on a vu, c'est une politique d'expert comptable, pas très loin de ce que faisait déjà Alain Juppé avant lui. Et on retombe sur les difficultés des politiques et des présidents de la République ces dernières années. C'est de finalement céder aux exigences de Bruxelles. Une fois qu'ils le font, ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Oui, mais regardez, dans cette séquence de 3 mois, dans ce premier trimestre, on a quand même vu 3 fautes politiques nettes. L'affaire du chef d'état-major des armées, l'APL, où selon le Canard enchaîné, Emmanuel Macron aurait dit lui-même, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ce n'est pas possible. Et puis l'impression d'amateurisme à l'Assemblée nationale. Puisque là, tout le monde suivait les travaux du Parlement, on s'est dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que c'est? Et puis 4 ministres qui démissionnent. Voilà, juste 4 ministres qui démissionnent. Mais là, il l'a pas vu venir, Emmanuel Macron. Lui-même, il a fait preuve d'amateurisme, il n'était pas assez politique, alors qu'il n'a cessé de nous dire qu'il voulait éviter de reproduire les erreurs qu'il avait connues avec François Hollande. Chef d'état-major des armées, APL, amateurisme à l'Assemblée nationale, Camille Langlade. Oui, on a l'impression que c'est le même scénario qui se répète. Alors pourtant, Emmanuel Macron assure qu'il avait justement particulièrement bien soigné son arrivée à l'Élysée et qu'il avait préparé de manière très minutieuse les nominations dans les différents cabinets, les nominations de ministres, etc. Mais vous avez mis le point sur quelque chose d'important. Il n'a pas préparé l'aspect politique des choses, ni l'explication, la pédagogie de ces mesures faites aux Français. Ce coup de sang public face au chef d'état-major de Villiers, on se demande quand même d'où ça vient, d'où ça sort. Il y avait un petit acte d'autorité, peut-être d'autoritarisme de la part d'Emmanuel Macron, qui en avait pris plein la figure aussi pendant la campagne sur le fait qu'il était trop jeune, qu'il n'aurait pas la stature. Donc il y a un côté revanchard un petit peu d'Emmanuel Macron auquel on ne s'attendait pas pendant la campagne. Du côté, vous avez vu, eh bien j'y suis quand même, et voilà, je suis jeune, mais j'ai quand même de l'autorité. Oui, mais pour ça, il faut avoir un peu de sens politique. Ce n'est pas très malin, alors que au moment où effectivement les Français sont plutôt contents de ce que fait leur armée, plutôt proches de leur armée, le recadrage. Mais ils n'en veulent plus des politiques, les Français. Oui, mais justement. C'est toute la contradiction. Oui, mais c'est difficile. Dans ces cas-là, précisément, Emmanuel Macron, il est pris à ses propres pièges. La moralisation. Donc pendant tout le temps de la campagne, il a promis de laver plus blanc que blanc. Résultat, dès qu'on se retrouve avec un ministre avec une enquête préliminaire sur le dos, forcément, quand vous avez promis de laver plus blanc que blanc, vous devez écarter ces ministres de votre gouvernement. Donc là, il est pris à son propre piège. Pareil pour l'armée. Pendant la campagne, il explique quand même l'importance de l'armée, que nous sommes en guerre, qu'il promet de réviser le budget de la défense à 2% du PIB d'ici à 2025. Or, la première décision qu'il prend à destination de l'armée, c'est cette réduction de son budget dès 2018. Et évidemment, ce désaccord public dont il se serait bien passé avec le chef d'état-major des armées. Donc on voit qu'en fait, voilà, le cap du en même temps, il est très compliqué à tenir parce qu'on vous rappellera sans cesse que vous avez promis de laver plus blanc que blanc, que vous avez promis que l'armée aurait un rôle important. Et tout ça va continuer. Vous allez voir que sur les lois importantes qui arrivent, il y aura le même type de problème qui se posera à Emmanuel Macron, parce qu'en tentant de satisfaire tout le monde pendant sa campagne, il y a forcément une frange des Français qui sera déçue lorsque les mesures promises
bien, seront mis mais en je œuvre. reviens à ma question. Est-ce qu'il manque de pif politique? Il est tout seul. Non, C'est le seul voilà, aujourd'hui il n'y a du pif personne qui peut le politique. cautionner en disant Il a- attention là, erreur, attention là, non, il a le vent ne va pas dans écarté tous ce les sens. conseillers politiques. Certains ont le sens politique. On a toujours parlé des bêtes politiques qui étaient celles et ceux qui étaient avant Emmanuel Macron à l'Élysée, François Hollande, Nicolas Sarkozy, par pas de François Bayrou l'ancienne était l'une génération. d'entre Voilà. elles. Et là, Macron se dit, mais enfin quand même ça, il le voit pas venir, il le sent pas venir, Alexandre. Je pense que j'en reviens à Bruxelles, malgré tout, pour les APL, pour le budget de la défense, il est contraint par cette logique des 3%. Il choisit d'être le bon élève. Il ne tape pas au bon endroit. Sans doute, mais là où il y a vraiment un problème, je ne sais pas si c'est un manque d'intuition, je pense que c'est une mauvaise approche de l'État. Emmanuel Macron vient à la fois de la banque et il vient de Bercy, et je crois qu'il a au début une approche proche managériale finalement de la fonction présidentielle. Il pense que la France est une entreprise, une start-up qui va la diriger comme telle. Or, c'est pas le cas. Et quand il se heurte au général de Villiers, il n'est pas en face d'un cadre de chez Facebook, et donc ça se passe pas comme ça. Donc je crois que vraiment ce à quoi on assiste, c'est à l'échec du manager Macron. Maintenant, il peut aussi se reprendre parce que c'est quelqu'un qui apprend vite, qui apprend de ses erreurs. Il a appris de celles de François Hollande. On voit qu'il envoie des signes dans le régalien. Donc on va voir. Mais à mon avis, il n'a pas compris ce que c'était l'État. Il n'a pas compris que certaines personnes ont une fonction. Il n'a pas compris aussi qu'il doit s'appuyer sur des poids lourds politiques. On a dit il est seul, mais c'est quand même de sa faute. Là aussi, c'est l'arroseur arrosé. Il a choisi de faire le vide de tous les poids lourds politiques de son gouvernement. François Bayrou était le dernier. Il a été obligé de partir, de s'appuyer sur des godillots à l'Assemblée nationale. Et finalement, il en découle une impression d'amateurisme. Donc il l'a dit. Il a fait des reproches à ses ministres en leur disant vous êtes trop bercyisés, etc. J'ai besoin de vous. Mais en même temps, ça sonnait comme des reproches à lui-même. Alors, Louis, Alexandre et Camille, avant de continuer cette discussion, je propose d'écouter deux réactions. France Insoumise, Front National. Les premiers mois, il a été assez bon sur l'utilisation de symboles nationaux comme le Louvre, comme Versailles, comme les Invalides, etc., etc. Ça a peut-être fait plaisir, ça a sûrement fait plaisir aux Français, mais ça n'est que de la communication. Je retiens, comme la majorité des Français, une grande désillusion, je dirais pas déception parce que je n'attendais pas grand-chose, vous l'avez compris, d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression qu'on revit toujours les mêmes choses après le mandat Sarkozy, l'arrivée de Sarkozy, l'arrivée de Hollande, maintenant l'arrivée de Macron. Ça va juste de plus en plus vite, en fait. Et les Français, je crois, ils vont finir par comprendre qu'en réalité, ils élisent toujours les mêmes. Il n'y a pas de majorité politique autour de son programme, qui en plus était lourd de beaucoup d'ambiguïté. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, ça explique que les sondages le mettent au plus bas. Fin août ou début septembre, il va rendre sa copie et les Français vont s'apercevoir que ce qu'il veut, c'est faciliter les licenciements, baisser les indemnités chômage, précariser en quelque sorte la société, créer des contrats journaliers quasiment. Donc je crois que c'est fin août que le pays va se mobiliser en s'apercevant que le macronisme en vérité est finalement la continuité de ce qui a été fait par les gouvernements précédents et le pays n'en veut pas. Donc, on est sur cette séquence où, si je vous ai bien compris, c'est quand même passable ou tout du moins peut vraiment mieux faire. Sauf que là, maintenant, on prépare la rentrée. Moi, je voudrais savoir quel est l'état d'esprit à l'Élysée, Camille Langlade, justement. Est-ce qu'on a bien conscience de ce qui a été réussi et raté durant ce premier trimestre? Et comment se projette-t-on sur cette fin d'été et passer les 15 jours de vacances? Il va y avoir 15 jours de vacances. Hein. Quelques jours de vacances pour Emmanuel Macron, mais en réalité, entre le dernier Conseil des ministres et le premier de la rentrée, il y a 15 jours. Donc cela fait 2 bonnes semaines, sauf pour Emmanuel Macron, qui lui a prévu de reprendre un peu de hauteur, puisqu'il va commencer par une tournée européenne dans les Balkans et l'Europe de l'Est, pour reprendre un peu pied avec la politique et aussi avec la politique internationale qui lui réussit, mettre en œuvre une de ses promesses de travailler contre la directive des travailleurs détachés. Donc aller ferrailler contre Bruxelles et montrer que finalement il n'est pas soumis totalement à Bruxelles. Donc on envisage cette rentrée, on a parfaitement conscience que ça va être très très dur. Il y a la loi travail et cette première manifestation appelée par Jean-Luc Mélenchon le 12 septembre. L'Assemblée ne sera pas rentrée, il n'y aura pas de députés pro-Macron pour défendre la loi travail. Donc il va se retrouver là encore un peu seul, mais encore une fois c'est lui qui l'a bien cherché aussi. Donc non, mais à il a la un fois Premier ministre, attendez. Oui, mais regardez, Édouard Philippe n'imprime pas, il n'y a pas de marque Édouard Philippe. Il regarde passer les flèches chez les Indiens de l'aveu même des conseillers d'Emmanuel Macron, cités dans un très bon article du Monde aujourd'hui. Donc non, Édouard Philippe, pour l'instant, il n'imprime pas, même s'il ne fait pas d'erreur majeure. Donc il a plutôt un bon potentiel, mais il n'imprime pas encore et il ne sert pas de fusible. D'accord, mais si on revient à ce qui est les fondamentaux de la Ve République, c'est un président qui est sur le
régalien qui a été élu pour son programme, et ensuite c'est le Premier ministre qui vient au feu. C'est-à-dire c'est le Premier ministre qui vient sur les plateaux, qui dit voilà la politique que nous allons mettre en place avec le président de la République, voilà ce que je vais faire. C'est précisément à ces fondamentaux qu'Emmanuel Macron a tenté de revenir dès le début de son quinquennat. Ça veut dire que Édouard Philippe, c'est pas le bon casting alors. Il a pas fait. Je pense aussi parce que lui, Édouard Philippe, en fait, il accepte le rôle, il accepte le sale boulot. Donc il est venu à Matignon avec un poids politique qui est très faible, parce qu'Édouard Philippe, honnêtement, il y a très peu de Français qui le connaissaient le jour où il a été nommé Premier ministre. Donc il a accepté Matignon, parce que pour lui c'était quand même inespéré. Il était quand même dans la campagne d'Alain Juppé, Édouard Philippe, faut pas l'oublier. Donc il arrive à Matignon et il accepte le sale boulot. Il accepte de faire les plateaux le jour où François Bayrou est mis en cause, où Richard Ferrand est mis en cause dans une enquête, et idem pour François Bayrou. Il accepte d'aller faire le discours de politique générale qui ressemble plus à un catalogue de mesures où on annonce ce qu'on va baisser, ce qu'on va augmenter. Mais là, le sale boulot, il va falloir le faire sur la loi travail. Là. Et maintenant, il va falloir le faire sur la loi travail. Et comme le disait Alexis Corbière, effectivement, les Français, ils attendent au tournant ce qui va sortir des ordonnances négociées cet été, où maintenant le Parlement a donné son aval, donc le gouvernement a plus ou moins les mains libres pour réformer le Code du travail. Mais la rentrée sociale s'annonce quand même très tendue. Oui, ce matin, j'entendais Sudrail dire s'il faut bloquer, nous bloquerons, parce qu'ils ne veulent pas de la réforme du Code du travail. On sait que la CGT sera très mobilisée aussi. Après, donc on nous a vendu de fins négociateurs à l'Élysée, au ministère du Travail. Il va falloir en faire la démonstration. Mais pour l'instant, donc tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, en tant que président de la République, c'est dans quelle mesure il s'expose. Il est président de la République, donc il concentre énormément de pouvoir. Est-ce que c'est lui qui décide de descendre plus dans l'arène pour porter ses réformes? Pour l'instant, il ne le fait pas énormément médiatiquement. Ouais. Mais comme en coulisses, c'est quand même lui qui tient toutes les ficelles, il va bien falloir qu'à un moment donné, il prenne la décision d'expliquer plus ses choix aux Français. Alexandre. Je pense qu'il est dans une situation difficile, inattendue. Et c'est un des gros ratages, à mon avis. Non, pas mesuré. Ouais, de cette première séquence, c'est qu'il pensait faire passer la loi travail, souvenez-vous, cet été, par ordonnance. Or, ils ont pris du retard, les négociations ont pris du retard, et ils se retrouvent finalement à la rentrée, en plus en ayant mécontenté les étudiants sur les APL. Et je croyais pas tellement au scénario de la rue après les législatives, parce que je pensais qu'il profiterait de l'été pour faire passer cette loi travail. Là, il pourrait se retrouver face à des blocages, comme ce fut le cas avec Alain Juppé en 95, où on a eu des grèves massive très très vite. Édouard Philippe, je trouve... La loi El Khomri, c'était quand même sympathique aussi. C'était sympathique aussi. Il y a eu 3 semaines. Là, je parle du timing. Oui. Du timing juste après l'élection de Jacques Chirac. Et Édouard Philippe me fait penser un petit peu à Alain Juppé. C'est pas un hasard, c'est un de ses disciples. Il a le même côté expert comptable droit dans ses bottes. Donc je pense que la rentrée va être difficile pour Emmanuel Macron, même si, comme je le disais tout à l'heure, il apprend pas mal. Je pense qu'il va pas tellement s'exposer. Il envoie plutôt des signes positifs là aux classes populaires. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'opinion derrière lui. Il a Emmanuel Macron. On a une opinion quand même qui s'est pas mal désagrégée au fil des semaines. Oui, mais après, si justement il a le flair politique dont on parlait, je pense qu'il aurait dû s'apercevoir assez vite que justement il n'a pas été élu par enthousiasme. Et ça, s'il s'enferme pas trop dans la tour d'ivoire qu'est l'Élysée, je pense qu'il l'a compris et que il n'est pas avec une légitimité populaire considérable. Il a été élu face à Marine Le Pen avec un score écrasant, mais c'était face à Marine Le Pen. Et on s'aperçoit toujours d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'y a pas tellement d'opposants. Donc Emmanuel Macron, il profite aussi d'un contexte politique dans lequel il n'y a personne en face. Alors imaginez quand il y aura quelqu'un en face, que l'opposition se sera construite, qu'on verra qui prendra vraiment le leadership de cette opposition, ce sera encore plus compliqué pour lui. Et puis il regarde les secteurs, disons, de popularité. Il n'est pas populaire globalement, mais par exemple chez les patrons de toutes petites entreprises, alors là c'est un carton, ils sont plus de 2 sur 3 à lui faire confiance, les yeux fermés, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans sa politique, mais il bénéficie de ce gage de confiance. Donc il sait voir ces points-là aussi. C'était une priorité de sa campagne, de relancer les petites entreprises pour créer de l'emploi. Donc ça fait quand même partie de son programme. Il peut s'arrêter là-dessus. Merci messieurs, pour voir le positif. Merci d'avoir été avec nous sur BFM TV dans BFM Story. On se retrouve demain à 18h.